Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Préfonds TV consacrée à la fiscalité du plan épargne retraite. Lancé en 2019 par la loi Pacte, le PER s'est imposé comme un outil central de préparation à la retraite tout en offrant aux épargnants un cadre fiscal attractif. Mais derrière cet avantage fiscal se cachent aussi des arbitrages parfois complexes entre déduction des versements, imposition des sorties en rente ou en capital et transmission. C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Charles de Courson, bonjour. Bonjour. Bienvenue, monsieur le député. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes rapporteur de la Commission des finances à l'Assemblée nationale et co-auteur d'un rapport sur la fiscalité de l'épargne retraite. Luc Arondel, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être là, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'École d'économie de Paris. Et Christian Carrega, bonjour. Christian. Vous êtes le directeur général de Préfonds. D'abord et peut-être en guise d'introduction, Charles de Courson, je le disais, vous êtes le co-auteur d'un rapport sur la fiscalité de l'épargne retraite. Pourquoi ce rapport et dans quel contexte est-il né ? Eh bien, avec ma collègue Félicie Gérard, c'est un prénom fort rare, on a voulu essayer de voir est-ce que le système fiscal des différentes formes d'épargne retraite, est-ce qu'il était cohérent ? Sachant que elle, comme moi-même d'ailleurs, avons toujours défendu l'idée de système de retraite complémentaire ou surcomplémentaire par capitalisation, non pas en substitution des régimes de base, mais en complément, sachant que inéluctablement, les régimes de base auront un rendement qui va décroître dans les 10-20 ans qui viennent. Ça, c'est mécanique. On ne pourra pas indéfiniment augmenter les taux de cotisation retraite en la matière. Et la Préfonds, j'ai une certaine affection à la Préfonds pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'étais adhérent, je suis toujours adhérent à la Préfonds depuis une quarantaine d'années, je crois. Voilà. Et que, deuxièmement, lors du débat sur la loi Pacte, dans lequel eh bien, ils avaient oublié les fonctionnaires agents publics. C'est vrai qu'ils déposaient l'amendement en disant « Monsieur le maire, mais Monsieur le ministre, il y a quand même 4 millions, même un peu plus maintenant, presque 5, d'agents publics, etc. C'est grosso modo 20-25% de la population active. Vous les excluez du PER. » Donc j'ai déposé l'amendement en disant il faut intégrer la Préfonds. Il y a 2 autres ou 3 autres petits dispositifs. Bon, mais il faut les intégrer. Ah, il m'a dit c'est une excellente idée, j'y avais pas pensé. Alors donc mon amendement a été adopté. C'est comme ça que la Préfonds s'est retrouvée dans le cadre du PER. Voilà, pour la petite histoire. Donc, Félicie Gérard et moi-même, si vous voulez, pensons qu'il faut développer ce produit. Le problème de ce produit, c'est que c'est un produit qui est d'autant plus intéressant vu l'avantage fiscal, au moins à l'entrée, on discutera tout à l'heure de la sortie, que vous avez un taux marginal d'imposition élevé. Bon. Et donc, on voit bien qu'on a essayé de voir comment on pourrait davantage diffuser cette épargne retraite, notamment dans les entreprises. Voilà, alors on en reviendra peut-être tout à l'heure, on a fait toute une série de propositions. Et bien justement, on va revenir plus en détail sur les propositions que vous avez faites, mais avant de parler de fiscalité, Luc Arondel, rappelons peut-être quelques éléments à avoir en tête. Quel est le poids de l'épargne retraite en France et que représente le PER ? Alors, si on se réfère aux enquêtes patrimoine de l'INSEE, donc qui ont une certaine histoire, puisqu'effectivement, elles remontent depuis le milieu des années 80. Donc, ça nous donne effectivement une idée de l'évolution un petit peu de tous ces produits. Alors, si on cumule effectivement l'assurance vie et l'épargne retraite, c'est à peu près un ménage sur 2 qui possède un de ces produits. Et si on isole les plans d'épargne retraite, c'est entre 13 et 15%, et ça ne bouge pas énormément depuis une quinzaine d'années. C'est à peu près ça. Et alors, si on s'intéresse au montant investi dans cette épargne retraite, donc c'est à peu près 40% dans l'assurance vie et l'épargne retraite, et la part des plans épargne retraite, c'est 5% du patrimoine financier, sachant que le patrimoine financier, en moyenne, en France, pour un ménage, c'est de l'ordre de 65 000 euros. Alors, vous disiez que c'était resté assez stable. Comment les comportements d'épargne des Français ont-ils évolué ces dernières années ? Alors, ces dernières années, ils ont à la fois beaucoup et peu évolué. C'est-à-dire beaucoup, c'est-à-dire si on regarde le taux d'épargne global, effectivement, depuis les années Covid, alors effectivement, il a crevé le plafond pendant les années Covid, mais finalement, il est resté quand même assez haut. C'est-à-dire, notamment en termes de patrimoine financier, c'est pratiquement le double, le taux d'épargne est pratiquement le double d'avant Covid. On n'est jamais revenu au niveau d'avant Covid. Donc, pour différentes raisons, il y a eu une inflation, il y a aussi sans doute des épargnes de l'épargne de précaution, etc. Donc ça, c'est la première évolution.
évolution. Alors si on s'intéresse plus à la composition de ce patrimoine, si on remonte un petit peu en arrière, c'est-à-dire depuis la crise de 2008, le taux d'actionnaires en France a baissé de pratiquement de 50%. Donc on est passé à peu près de 15 à 10% des ménages qui possèdent des actions en direct. Ouais. Alors ça a été en partie compensé par les investissements dans les assurances vie en unité de compte, ce qui fait que depuis 2014, on est revenu à une certaine stabilité, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a à peu près un ménage sur 4 qui possède une épargne risquée, quoi. Il y en a 1 sur 4 à peu près. Donc c'est un petit peu ça. Alors après, si on termine sur l'arbitrage immobilier, c'est toujours un petit peu resté constant. C'est-à-dire on est à 60% d'immobilier, 40% de financier. Et au sein du financier, effectivement, il y a c'est pareil, 60-40 en produits de taux par rapport à des produits de fonds. Donc voilà, sachant que aussi sur les investissements immobiliers, depuis ces 2 dernières années, il y a une petite baisse. Christian, on le répète souvent, il est fondamental d'inciter les particuliers à préparer un complément de revenu pour la retraite. En quoi le PER est-il particulièrement adapté ? Il est prévu pour ça. Plan d'épargne retraite, comme son nom l'indique, et c'est surtout l'occasion d'avoir une épargne sur une durée longue. On va pouvoir mettre de l'argent de côté un peu tous les mois pour s'obliger à épargner en vue de sa retraite. Alors, c'est un des inconvénients, c'est que c'est, entre guillemets, bloqué. Il y a des cas de sortie, mais c'est bloqué. Mais c'est fait pour ça. C'est l'occasion d'avoir une épargne qu'on va consacrer à sa retraite. Et nous, chez Préfond, on dit, avant tout, c'est de la sécurité. Voilà, il est fait pour ça, et c'est de l'épargne sécuritaire avec un effort régulier d'épargne. Avec, je le disais en introduction, des avantages fiscaux. Alors, des avantages fiscaux qui sont importants pour ceux qui payent des impôts, mais n'oublions pas qu'en France, la moitié des Français ne payent pas d'impôts. Donc la nouveauté du PER, c'est que même pour ceux qui ne payent pas d'impôts, il y a un intérêt à le faire. Et nous, chez Préfond, on constate que 30% de nos nouveaux affiliés ne payent pas d'impôts. Mais ils viennent avec, on démarre à 21 €, 20, 30, 40 € tous les mois. C'est la prévoyance qui permettra à la retraite d'avoir des revenus réguliers ou du capital. Néanmoins, effectivement, l'avantage fiscal est important si je paye de l'impôt. Je prends un exemple très simple. Si je verse 10 000 €, que mon taux marginal d'imposition c'est 30%, et ben je vais avoir 3 000 € d'économie d'impôt. Alors, il y a un plafond, il y a un minimum. Retenons 2 choses importantes. La première, c'est que si je n'ai pas utilisé mon plafond d'épargne retraite, qui est en lecture directe sur la vue d'imposition, je peux remonter 3 ans en arrière. Et deuxième chose importante, je peux mutualiser avec mon conjoint. Imaginons que monsieur ne travaille pas, madame travaille, et ben monsieur peut cotiser en cumulant le plafond d'épargne retraite, le sien, et celui de son épouse. Plafond d'épargne retraite au maximum 37 000 €, et c'est 10% de ses revenus, pour faire simple. Le plus simple, c'est 4e page de l'avis d'imposition qu'on a tous reçu au mois d'août, septembre. Il est écrit en clair, le plafond d'épargne retraite, c'est ce qu'il faut avoir en tête pour optimiser ses versements. Bien sûr, mais on va y revenir à la sortie, on va payer de l'impôt. Le sujet, c'est que c'est avant tout un différé fiscal. Oui. Lorsque je vais toucher mon capital ou ma rente, je paierai de l'impôt, mais normalement, je suis moins imposé à la retraite que quand je suis en activité. Luc Arondel, la fiscalité avantageuse du PER, c'est une des raisons de son succès ? Effectivement, quand on regarde par exemple l'effet du taux d'intérêt sur l'épargne, il est ambigu. Parce qu'effectivement, comme l'épargne, pour la plupart des gens, c'est de la consommation différée, si le taux de rendement est plus élevé, vous avez moins besoin d'épargner. Donc effectivement, c'est assez ambigu. Et donc ça dépend surtout des motivations d'épargne. Donc pour le français moyen, entre guillemets, il y a trois motifs. Il y a la prévoyance, comme vous en parliez, il y a la précaution et il y a la transmission. Alors, si le motif de prévoyance et de transmission est prédominant, on va peut-être se diriger vers des produits d'épargne retraite. La précaution, c'est sans doute moins vrai. Donc après, effectivement, il y a cette deuxième dimension de l'épargne, c'est la composition du patrimoine, la composition du portefeuille. Et à ce moment-là, effectivement, le critère de rentabilité rentre en compte puisqu'on essaie d'optimiser son portefeuille. C'est-à-dire qu'on maximise son rendement pour un risque donné. Donc effectivement, ça intervient au deuxième niveau. Et quand on regarde les déterminants des produits d'épargne retraite, on voit bien effectivement qu'il y a cette dimension-là, puisque c'est un produit qui est très marqué par le cycle de vie. C'est-à-dire qu'effectivement, le taux de détention et même les montants, c'est une courbe en cloche, c'est-à-dire avec un maximum autour de 50 ans, etc. Et puis, c'est surtout des gens des indépendants, en majorité, et puis des cadres supérieurs. Donc effectivement, des individus ou des ménages qui cherchent à compléter leur retraite. Charles de Courson, je vous propose qu'on rentre un peu plus en détail dans le rapport dont on parlait à l'instant. Vous proposez une refonte de la fiscalité en cas de transmission. En quoi d'abord était-il nécessaire de revoir ces règles ?
Eh bien, l'idée centrale de notre rapport était de dire que le PER, dont préfonds, doit être un produit d'épargne retraite et pas un outil de transmission. Voilà. Et donc, nous, ce que nous préconisions, c'était qu'à un âge, on avait dit soit 67 ans, soit l'âge de départ effectivement à la retraite, que obligatoirement vous deviez fermer et de choisir la rente, le capital, un mix des deux sur d'autres produits. Pourquoi ? Parce que le système, il est fait pour améliorer votre retraite. Il n'est pas fait pour un outil de transmission. Et avec une bizarrerie, c'est que si vous décidiez avant votre départ à la retraite, ou même après le départ à la retraite, puisque vous pouvez continuer à abonder votre préfonds, vous savez que sur la partie avant votre départ à la retraite, qui a bénéficié d'avantages fiscaux, vous aviez une anomalie, c'est que vos héritiers ne paieraient pas ce que vous auriez payé en sortant de votre PER. PER préfonds. Donc il y a là une véritable anomalie. Je ne dis pas que tout le monde a fait ce choix, mais certains ont fait ce choix. On n'a d'ailleurs jamais réussi à avoir, par les services de la direction du Trésor, quelle était la proportion de ceux qui utilisaient le système PER, dont préfonds, à des fins de transmission. Ouais. Et donc, c'est quand même une bizarrerie, parce que dans la succession d'une personne, le PER est considéré comme un actif. À la différence d'ailleurs de l'assurance vie, puisque vous avez l'assurance vie, on considère que vous n'êtes plus propriétaire de cette assurance vie. Et c'est pour ça qu'ils sont exonérés d'impôts. Alors cette remise à plat des règles, elle passerait par quoi concrètement ? Alors nous, l'idée était la suivante. On ne peut pas utiliser le préfonds comme un outil d'épargne en vue de la transmission. Ça c'est pas possible. Oui, ce serait exclu. Le PER, il faudrait l'appeler PE à ce moment-là. C'est plus un PER. Ouais, c'est ça notre idée. Et donc, nous, ce que nous préconisions, c'est qu'il y ait une fermeture, donc soit à l'âge où vous partez à la retraite, soit au plus tard à 67 ans. Parce qu'il y a des gens qui travaillent bien au-delà de 67 ans. Ça existe, c'est une minorité, mais il y en a. Voilà. Donc, et qu'après, ils choisissent entre la rente ou le capital, et puis après de savoir dans quoi ils réinvestissent ça, s'ils sont sortis en capital ou pour la partie dont ils sont sortis en capital. C'était ça notre idée. Et d'éviter, si vous voulez, ce contournement de l'esprit même de la loi fiscale, mais qui est la situation existante. Et là-dessus, nous n'avons pas réussi à faire passer l'amendement, mais on y reviendra, parce que beaucoup de gens disent, c'est vrai, il y a là une anomalie. Vous avez dit, monsieur le directeur, tout à l'heure, que le taux d'imposition était moins élevé quand on part à la retraite que lorsque on a investi. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai, parce que vous pouvez avoir des courbes dans votre vie assez fortes, notamment pour les cadres. Et c'est beaucoup les cadres qui contribuent. Bien sûr, il y a aussi des agents publics modestes qui cotisent à la préfonds ou dans les PER. Et puis, mais ça ne concerne pas la préfonds, pour les salariés du privé, ce que nous préconisions, c'est qu'on ouvre dans toutes les entreprises un compte PER. Abondé ou pas abondé par l'entreprise. Voilà. Mais qu'au moins, ils aient cette possibilité dans le cadre de leur entreprise. Pour essayer de diffuser davantage les PER. Alors naturellement, pour l'État, comme l'État est toujours le plus mauvais patron de tous les patrons, comme chacun sait, oui, parce que c'est le problème de l'assurance complémentaire, puisqu'on ne cotise pas sur les primes. Alors on a créé un petit système par capitalisation d'ailleurs, qui existe pour les fonctionnaires. Et nous on disait, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une négociation sociale dans le cadre notamment des débats actuels sur l'avenir des retraites, pour leur dire, écoutez, faites un système d'accord comme le font la plupart des entreprises, où il y a un cofinancement entre l'employeur et le salarié. C'est-à-dire, si tu mets un, je mets un, il y a tous les cas de figure. Vous voyez, pour encourager la capitalisation, non pas en substitution, j'insiste là-dessus, du régime par répartition, mais en complément d'un régime par répartition dont le rendement a déjà d'ailleurs baissé. Si on voit les 10-15 dernières années, les grands gagnants de notre système de répartition, ça a été ceux qui sont partis à la retraite dans les années 70, 80, 90. C'était formidable, y compris dans les régimes complémentaires pour les privés d'ailleurs. Alors d'un mot, Christian, juste l'association Préfonds est-elle en ligne avec ces petites évolutions et après on prendra quelques questions. On rejoint monsieur le député sur le fait de dire qu'il faut que dans la fonction publique,
pour les agents publics, on puisse développer des systèmes de retraite collectifs, PERO, PERCO, ce qui est interdit aujourd'hui. On se rejoint là-dessus. Après, nous, on a toujours milité chez Préfond pour dire la retraite, c'est de la rente. Et donc, on voudrait pousser des mesures qui favorisent la sortie en rente. Il y a effectivement un sujet sur la fiscalité de la transmission, ça reste très marginal. Chez Préfond, c'est très marginal. Les gens ne viennent pas pour ça, en fait. Ça peut arriver, un accident de la vie, on décède, mais c'est pas fait pour ça. Donc, un point d'accord sur la volonté de développer la rente et le fait de la retraite collective dans la fonction publique. Je ne suis pas du tout d'accord avec M. le directeur. C'est un des points de notre divergence. C'est-à-dire que lui, il dit les PER, Préfond et autres, on doit sortir en rente, prioritairement. Alors ça, on s'est beaucoup battu là-dessus, pour dire laissez la liberté aux gens. La situation est très différente de personne à personne. Vous pouvez avoir un pépin dans la vie, et vous avez avoir besoin d'aider vos enfants. Et que vous vous contentez de vos autres revenus, et donc vous sortez en capital et vous donnez ça aux enfants pour les aider à s'installer dans la vie. Vous voyez, il y a tous les cas de figure. Le plan d'épargne retraite aussi, de le conserver, parce que c'est aussi un outil pour financer la dépendance. À la retraite, je peux avoir besoin, moi, mon papa, il a besoin d'avoir des revenus réguliers en complément pour payer une partie de l'EHPAD. Et bien pour le coup, garder ça dans un plan d'épargne retraite qui permet de sortir en capital ou en rente, c'est une bonne solution. Et voilà, ça nous amènera un peu loin. On va poursuivre la discussion avec peut-être une ou deux questions du public, s'il y en a. Je vous propose, nos intervenants sont encore là pour quelques minutes, donc je vous propose de leur poser une ou deux questions, si questions il y a. Merci, moi j'en avais une à propos de votre dernier débat, monsieur le député, bonjour, monsieur le directeur, sur favoriser la rente. On peut favoriser la rente sans s'opposer à la sortie en capital pour les raisons sociales que vous évoquiez. On reconnaît bien votre fibre sociale, monsieur le député, à ce sujet. Mais quelle solution vous verriez, monsieur le directeur, justement, pour favoriser la sortie en rente, qui est quand même un peu la cigale versus la fourmi? Il y a un sujet sur la fiscalité de la rente aujourd'hui qui pourrait être amélioré. On peut imaginer, par exemple, les petites rentes soient moins imposées que les rentes très élevées. Il y avait quelque chose qui fonctionnait dans l'ancien PERP qui a disparu du PER, ce qui pour moi est une anomalie. Sur le PERP, ancienne formule du coup, la fiscalité de la rente, la fiscalité sociale était fonction du taux de CSG. Et donc il y avait des gens qui n'étaient pas imposés à la CSG. Ça a disparu avec le PER. Donc là, il y a une petite anomalie qu'on pourrait corriger. Donc il y a un sujet, ce serait dommage de payer de l'impôt sur la rente avec le PER, ce qui peut arriver dans certains cas particuliers. Écoutez, merci à tous les trois pour votre participation. Merci beaucoup. Charles de Courson, je sais que la journée est dense. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci beaucoup pour votre présence, Lucas Rondel et Christian Carrega. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Préfond TV.